La troisième guerre mondiale semble plus proche que jamais, et l'OTAN doit s'y préparer. L'Alliance se prépare à toutes les éventualités. Et bien que la Russie soit l'ennemi le plus évident et le plus agressif en ce moment, les nations de l'OTAN gardent également un œil attentif et méfiant sur la Chine, où les plus grandes forces terrestres et navales du monde sont en train d'être assemblées. Une guerre sur deux fronts pourrait éclater plus tôt que prévu, dès 2027. C'est selon le général Alexis Krinkovitch, commandant du commandement européen des États-Unis et commandant suprême des forces alliées en Europe. Il s'est exprimé lors d'une réunion de dirigeants militaires et industriels de la défense au centre de conférence Rhein-Main, dans la ville allemande de Wiesbaden. Krinkovitch a déclaré que l'OTAN doit reconnaître et se préparer à la possibilité très réelle que la Russie et la Chine lancent des guerres en même temps. Il a suggéré que Xi Jinping, le président de la Chine, pourrait coordonner une attaque stratégiquement programmée avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Pendant que la Chine envahit Taïwan, la Russie marche sur l'un des États baltes ou sur la Finlande. La chose que Xi va probablement faire avant de décider de traverser le détroit de Taïwan, c'est d'appeler son ami Poutine et de lui demander de l'aider. Pour moi, cela signifie que ces deux événements pourraient se produire en même temps. Nous allons avoir besoin de tout le matériel, de tout l'équipement et de toutes les munitions possibles pour y faire face. Krinkovitch a ajouté que tout cela pourrait se produire en moins de 2 ans, ce qui laisserait très peu de temps à l'OTAN pour se préparer. Pour l'instant, on peut dire que la meilleure option pour l'Alliance est de continuer à soutenir l'Ukraine autant que possible afin de maintenir l'armée russe en retrait. Si l'Ukraine parvient à continuer de résister, à retarder la progression de la Russie et à détruire des équipements russes précieux, tout cela rendra beaucoup plus difficile pour le Kremlin de mener une quelconque invasion secondaire sur le territoire de l'OTAN. À cet égard, Krinkovitch a affirmé que l'OTAN travaille d'arrache-pied pour livrer davantage de systèmes de missiles patriotes à l'Ukraine, ce qui renforcerait considérablement les capacités de défense aérienne du pays. Le général de l'États-Unis Air Force a déclaré « Je ne vais pas révéler aux Russes, ni à quiconque, le nombre exact d'armes que nous transférons, ni le moment où cela se produira. Mais ce que je peux dire, c'est que les préparatifs sont en cours. » Krinkovitch a ajouté qu'il rencontrera bientôt des chefs militaires de toute l'OTAN pour discuter des moyens supplémentaires par lesquels l'Alliance peut continuer à renforcer son soutien à l'Ukraine. Surtout en ce qui concerne les systèmes de défense aérienne, comme les missiles intercepteurs, pour contrer la menace quasi constante des frappes de drones et de missiles russes. Presque chaque jour maintenant, sans exception, la Russie lance des drones et des missiles au-delà de la frontière, visant des dizaines de villes et de villages à travers l'Ukraine. Rien qu'en juin, on a compté bien plus de 5000 attaques de drones au total, ce qui démontre à quel point les bombardements aériens du Kremlin sont devenus impitoyables et incessants. Grâce à la défense aérienne, l'Ukraine parvient à abattre rapidement et efficacement de nombreux drones avant qu'ils n'aient le temps d'atteindre leur cible. Malheureusement, la Russie s'adapte. Elle déploie désormais des dizaines de soi-disant drones l'heure pour absorber la pression et gaspiller les ressources de la défense aérienne ukrainienne. Avant de lancer plus tard ces véritables drones offensifs et missiles de croisière, qui ont alors plus de chances d'infliger de réels dégâts. C'est malheureusement l'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine a connu un nombre record de victimes civiles, en 2025 jusqu'à présent. Et avec le nombre de drones et de missiles qui augmente chaque semaine, l'Ukraine a besoin de tout le soutien possible en matière de défense aérienne. Elle travaille d'arrache-pied pour développer ses propres systèmes, comme les tourelles de mitrailleuses Sky Sentinel, alimentées par l'intelligence artificielle, capables de verrouiller et d'abattre des drones avec facilité, tout en recevant également d'autres systèmes et fournitures de la part de ses alliés, le nouveau lot de batteries et de missiles patriotes, fournis par les États-Unis, mais financés par les alliés de l'OTAN, représente un énorme coup de pouce. Et Krinkovitch a confirmé que la rapidité est essentielle. Nous allons avancer aussi vite que possible sur ce dossier. Il s'exprimait lors de l'événement de 2 jours États-Unis Army Land Euro Symposium, où de nombreux dirigeants de l'industrie de la défense et fournisseurs étaient de présents pour présenter leurs systèmes d'armes les plus récents et les plus performants. Là-bas, Krinkovitch a également pris la parole aux côtés du général de l'armée américaine, Christophe Donoghue, qui occupe actuellement le poste de commandant général de l'armée américaine, Europe et Afrique, ainsi que commandant du commandement des forces terrestres alliées. Les deux hommes appellent à une collaboration plus étroite et plus efficace entre les forces armées et les entreprises de l'industrie de la défense. Ils ont également souligné la nécessité pour les entreprises de développer des systèmes plus rapidement, afin qu'ils puissent être déployés sur les champs de bataille en Ukraine et ailleurs dans le monde, avec un minimum de délai.
Les deux principaux stratèges militaires américains ont également mis en garde contre la tentation de considérer la Russie et la Chine comme deux menaces distinctes et séparées. Au contraire, ils soutiennent qu'une approche globale est la forme de dissuasion la plus efficace. Les nations de l'OTAN sont ainsi invitées à prendre au sérieux la menace combinée que représentent la Russie et la Chine pour la paix et la stabilité dans le monde. Grinkovitch a résumé en disant « Chacune de ces menaces qui existent ne peut pas, à mon avis, être considérée comme un défi distinct. Nous devons réfléchir à la façon dont elles s'alignent toutes. » Bien qu'il n'ait pris ses fonctions de nouveau commandant suprême des forces alliées en Europe, que le 4 juillet Grinkovitch tient à ne pas perdre de temps pour s'installer. Il est impatient d'agir immédiatement, déclarant que l'une de ses principales priorités pour l'instant est de s'assurer que les alliés de l'OTAN respectent leurs engagements récents, d'augmenter les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut. À l'heure actuelle, certains pays sont bien en avance sur d'autres dans ce domaine. La Pologne, par exemple, montre l'exemple et consacre déjà plus de 4% de son produit intérieur brut à la défense. Les pays baltes s'en sortent également très bien, sans doute en raison du fait qu'ils figurent parmi les cibles les plus probables d'une invasion russe. La Lituanie est autour de 3%, avec la Lettonie à 3,2% et l'Estonie à 3,4%. D'autres pays, cependant, sont à la traîne. Certains n'ont même pas atteint l'objectif de dépenses de 2% comme l'Italie, qui consacre actuellement 1,5% de son produit intérieur brut à la défense, et l'Espagne qui n'en est qu'à 1,3%. Grinkovitch surveillera sans aucun doute de près ces statistiques de dépenses, et il encouragera activement certains des pays les moins performants à se mobiliser et à jouer leur rôle. Il veut également s'assurer que les budgets de la défense sont dépensés correctement et de manière appropriée, tout en rappelant continuellement aux nations de l'OTAN la menace constante et croissante que représentent la Russie et la Chine. Le temps est compté, et j'ai l'intention de continuer à le souligner, et de faire savoir à tout le monde que nous devons agir, et que nous devons agir rapidement. La perspective que la Russie et la Chine collaborent pour cibler le monde occidental devient de plus en plus probable à mesure que la guerre en Ukraine se poursuit. Alors que de nombreux pays à travers le monde ont condamné, isolé et sanctionné la Russie depuis le début de l'invasion. La Chine a pris la direction opposée, se rapprochant du Kremlin de différentes manières. Par exemple, bien que Pékin n'ait pas soutenu directement Moscou dans la guerre, les échanges commerciaux entre les deux pays ont explosé depuis le début du conflit. En 2024, par exemple, le commerce total entre la Chine et la Russie a atteint environ 245 milliards de dollars, soit plus du double du montant de 2020. Cela est en grande partie dû aux sanctions mentionnées précédemment, et au fait que de nombreux pays européens ont pris des mesures pour réduire massivement leur dépendance d'un investissement dans le charbon et le pétrole russe. Ayant besoin de compenser ces pertes économiques, la Russie s'est tournée vers la Chine. Et la Chine était plus qu'heureuse de prendre le relais, injectant des sommes d'argent records dans l'économie russe. Cela, à son tour, a renforcé le lien naissant entre les dirigeants des deux nations, Poutine et Xi. Les deux hommes partagent une méfiance commune envers l'Occident et un désir d'affaiblir l'Europe et les États-Unis par tous les moyens nécessaires. Tous deux cherchent également clairement à étendre leur sphère de pouvoir et d'influence en prenant de force des territoires qu'ils estiment leur appartenir. Pour Vladimir Poutine, il s'agit de l'Ukraine, qu'il a récemment affirmé appartenir à la Russie, en déclarant « Je l'ai déjà dit, les Russes et les Ukrainiens sont un seul peuple. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Il y a une vieille règle qui dit que partout où un soldat russe pose le pied, cela nous appartient. » Pour Xi, c'est Taïwan qui a dit quelque chose de très similaire à propos de Taïwan. Les gens des deux côtés du détroit de Taïwan forment une seule famille. Personne ne peut rompre nos liens familiaux, et personne ne peut arrêter la tendance historique à la réunification nationale. Les deux hommes, bien qu'ils dirigent deux des plus grandes nations du monde, en veulent encore plus. Plus de terre, plus de pouvoir, plus d'influence. C'est ce qui les motive. Et s'ils voient une occasion de s'entraider pour obtenir ce qu'ils veulent, ils sont susceptibles de la saisir. En effet, l'idée que la Russie et la Chine frappent simultanément est quelque chose que l'OTAN considère depuis un certain temps déjà. Un rapport récent du journal allemand BILD a révélé que le gouvernement allemand craint une attaque imminente de la Russie contre l'une des petites nations de l'OTAN comme les pays baltes. Selon le rapport, la Russie pourrait préférer frapper plutôt que tard, car le Kremlin estime que des pays comme l'Allemagne et d'autres grands États européens ne seront pas vraiment prêts à se défendre ou à s'engager dans une guerre totale avant 2029. Pour cette raison,
Les membres actuels du gouvernement allemand s'attendraient à une attaque dès 2027. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a également récemment mis en garde contre une possible attaque imminente de la Chine et de la Russie. Lors d'une interview avec le New York Times, Rutte a été interrogé sur l'importance pour les pays de l'OTAN de s'engager à atteindre l'objectif de 5% de dépenses de défense. Il a répondu « Nous avons un immense défi géopolitique à relever. Et c'est, tout d'abord, la Russie, qui se reconstitue à un rythme et à une vitesse sans précédent dans l'histoire récente. Ils produisent maintenant 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en une année. Et n'oubliez pas, la Russie n'a qu'une économie de la taille du 2000 milliards, alors que l'ensemble de l'OTAN représente 50 000 milliards. Donc cela n'est pas viable. Mais les Russes travaillent avec les Nord-Coréens, ainsi qu'avec les Chinois et les Iraniens, les Mollahs, en Ukraine, pour mener cette guerre d'agression non provoquée contre l'Ukraine. Donc ici, dans le Pacifique intérieur, votre Atlantique devient de plus en plus interconnecté. Nous savons que la Chine a les yeux rivés sur Taïwan. Compte tenu de tout ce contexte géopolitique, il n'y a aucun moyen de nous défendre si nous restons à ce vieux 2%. On lui a ensuite demandé ce qu'il adviendrait en cas d'attaque potentielle contre un pays balte comme l'Estonie, et comment l'OTAN réagirait. Puis, dans ce qui fut peut-être sa déclaration la plus marquante de l'entretien, Rutte a évoqué la menace d'une attaque conjointe de la Russie et de la Chine, en des termes très similaires à ceux utilisés plus récemment par Grinkovich. Ne soyons vraiment pas naïfs à ce sujet. Si Xi Jinping devait attaquer Taïwan, il s'assurerait d'abord de donner. Il passe un appel à son partenaire très subalterne dans toute cette affaire, Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui réside à Moscou, et lui dit « Hey, je vais faire ça. Et j'ai besoin que tu les occupes en Europe, en attaquant le territoire de l'OTAN. » C'est très probablement ainsi que cela va évoluer. Et pour les dissuader de faire cela, nous devons faire 2 choses. La première, c'est que l'OTAN soit collectivement si forte que les Russes ne feront jamais cela. Et deuxièmement, travailler ensemble avec l'Indo-Pacifique, ce que le président Trump promeut fortement. Parce que nous avons cette étroite interdépendance, en collaborant sur l'innovation dans l'industrie de la défense entre l'OTAN et l'Indo-Pacifique. Bien que ce soit certainement une perspective inquiétante, il est facile de comprendre la logique derrière cette décision. Si la Chine ou la Russie décidèrent d'agir de manière indépendante, elles auraient sans aucun doute beaucoup plus de mal à atteindre leurs objectifs. Si la Russie envoyait soudainement des troupes au-delà de la frontière en Estonie ou en Lettonie, par exemple, toute la force de l'OTAN s'abattrait sur elle, exactement comme l'a dit Rutte. Les États-Unis et leurs alliés appliqueraient l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de l'OTAN, qui stipule que toute attaque armée contre l'un de ses membres est considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance. Toutes les nations membres réagiraient, concentrant tous leurs efforts et ressources pour contrer la Russie, et même avec la gigantesque armée qu'il a rassemblée. Poutine aura énormément de mal à réaliser des avancées, avec toute la puissance de l'armée américaine et des autres grandes nations de l'OTAN sur son chemin. De même, si la Chine décidait enfin de cibler Taïwan, elle ferait probablement face à une forte résistance. Il est difficile de savoir quel pays s'impliquerait et viendrait défendre Taïwan, mais les États-Unis en feraient probablement partie. L'Amérique pourrait également faire appel à ses alliés les plus solides pour la soutenir. Si c'est le cas, même avec la plus grande armée et la plus grande marine du monde, la Chine aurait du mal à atteindre ses objectifs. Cependant, si Poutine et Xi travaillaient ensemble et synchronisaient parfaitement leurs attaques, l'histoire pourrait être très différente. Imaginez, par exemple, si les troupes russes entraient en Estonie et que quelques jours plus tard, les navires de guerre chinois encerclaient Taïwan. Soudainement, au lieu d'avoir un seul conflit majeur à gérer, les États-Unis et le reste de l'OTAN auraient 2 énormes fronts sur lesquels se concentrer, dans des parties complètement différentes du monde. Des combats éclateraient à travers l'Europe et l'Asie,
Et l'OTAN devrait réagir rapidement, identifier ses priorités principales et diviser ses forces en conséquence pour contrer ces deux menaces émergentes. Cela représenterait inévitablement un immense défi, et l'OTAN serait, par défaut, considérablement affaiblie du fait de devoir diviser ses forces de cette manière. Cela rendrait, du moins en théorie, la tâche plus facile pour la Russie et la Chine de poursuivre leur avancée. En comptant sur la puissance massive, les ressources et la préparation de leurs armées respectives pour frapper, atteindre leurs objectifs, affaiblir l'Occident et resserrer leur emprise sur des territoires clés. Cela, à son tour, pourrait entraîner l'un des plus grands bouleversements géopolitiques depuis l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Le moment potentiel de l'attaque combinée de la Chine et de la Russie est également très logique. Les deux pays ont réalisé d'importants investissements dans leurs forces armées ces dernières années. La Russie a été contrainte de le faire, afin de lancer et de soutenir son invasion en Ukraine, et de gérer les lourdes pertes qu'elle a subies. Elle a perdu des milliers de chars, de véhicules blindés et d'autres équipements militaires importants, ainsi que plus d'1 million de pertes humaines. Cependant, le Kremlin a cherché à résoudre ces problèmes en augmentant la production de nouveaux chars et drones, ainsi qu'en lançant une importante campagne de recrutement, en offrant des incitations financières et même, dans certains cas, en recourant au chantage et à l'intimidation pour inciter davantage d'hommes à s'enrôler dans son armée. La Chine, quant à elle, semble se préparer à la guerre depuis un certain temps déjà. Ses dépenses de défense ont considérablement augmenté d'année en année, avec beaucoup d'argent investi dans ses forces navales. Avec environ 234 navires de guerre plus des corvettes et des patrouilleurs armés de missiles, des dizaines de destroyers, 3 porte-avions, plus de 60 sous-marins et d'autres navires de soutien. La flotte active totale dépasse les 370 bâtiments. La marine chinoise est une véritable force avec laquelle il faut compter. Et étant donné que les deux pays sont dans des positions relativement fortes, avec la Russie engagée activement dans des combats, et la Chine plus prête à la guerre qu'elle ne l'a été depuis des années, il serait logique que le duo frappe bientôt, parce qu'ils voient l'OTAN devenir plus forte. Ils savent que les nations occidentales, en particulier en Europe, commencent enfin à augmenter leurs dépenses de défense, à renforcer leurs armées et à améliorer leur défense. Mais ils savent aussi qu'il faudra du temps à beaucoup de ces nations, y compris des grandes puissances comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, pour atteindre réellement leurs objectifs, et constituer des forces prêtes à combattre dans un conflit soutenu et à grande échelle. S'ils frappent bientôt, la Chine et la Russie peuvent penser qu'elles ont un avantage clair, une longueur d'avance sur beaucoup de leurs adversaires potentiels. Bien sûr, ils devront toujours faire face aux États-Unis, qui sont de loin la plus grande puissance militaire du monde et nettement plus forte que la Russie ou la Chine. Ils feraient également face à une forte résistance de la part des nations les mieux préparées de l'OTAN, comme la Pologne, la Finlande et les États baltes. Cependant, il sera tout de même plus facile du point de vue russe et chinois d'affronter des États-Unis à pleine puissance, ainsi qu'une variété d'autres nations de l'OTAN, avec des niveaux de préparation variables. Plutôt que d'avoir à affronter l'OTAN à son meilleur niveau, avec chaque nation pleinement armée, modernisée et prête au combat, la Russie et la Chine sont aujourd'hui les deuxième et troisième forces militaires les plus puissantes du monde. Bien qu'ils soient à la traîne par rapport aux États-Unis dans de nombreux domaines, ils disposent not combos tous deux encore d'une puissance considérable, que ce soit sur terre, en mer ou dans les airs. La Russie par exemple compte environ 13 millions de militaires en service actif, Vladimir Poutine espérant atteindre 15 millions grâce à la conscription et aux campagnes de recrutement. Elle dispose également de forces terrestres gigantesques, même en tenant compte des pertes en Ukraine, avec des milliers de chars, plus de 130 000 véhicules blindés, et des milliers d'unités d'artillerie automotrices, tractées et à roquettes. Elle possède également la 3e plus grande marine du monde, avec son propre porte-avions, ainsi qu'un grand nombre de destroyers, de frégates, de sous-marins, de patrouilleurs, de navires de guerre, des mines et de corvettes. Dans les airs, elle dispose de la 2e plus grande force, avec plus de 4000 aéronefs, dont plus de 800 avions de chasse, plus de 1650 hélicoptères et plus de 550 hélicoptères d'attaque. La Chine, quant à elle, compte plus de 2 millions de soldats dans son armée, avec plus de 50 000 autres en réserve. Sur Terre, elle possède une flotte de chars colossale, avec un stock estimé à 6800 unités, plus de 144 000 véhicules blindés et des milliers de systèmes d'artillerie. Elle dispose également d'une force aérienne puissante, avec plus de 1200 avions de chasse et des centaines d'hélicoptères, pour un total de 3309 appareils. Et cela sans même mentionner la puissance de sa marine dont nous avons déjà parlé.
Les deux nations sont également des puissances nucléaires, la Chine possédant des centaines d'ogives nucléaires, et la Russie ayant aujourd'hui le plus grand arsenal nucléaire au monde. Si ces deux pays choisissèrent de s'allier, il ne fait aucun doute qu'ils représenteraient la plus grande menace combinée pour la paix et la stabilité mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. L'OTAN doit être prête à cela. L'avenir du monde en dépend. Heureusement, sous la direction de dirigeants forts comme Grinkovitch, l'Alliance renforce ses capacités. Les pays dépensent davantage et améliorent leur préparation militaire. Chaque jour, cela grignote l'avantage que la Russie et la Chine pourraient avoir. Donc, si, ou quand, le jour viendra enfin pour ces deux-là de frapper, les nations de l'OTAN riposteront plus fort qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Maintenant, découvrez comment l'OTAN se prépare à combattre la Russie avec notre analyse récente de la stratégie de l'Alliance pour capturer le territoire russe de Kaliningrad. Ou consultez notre analyse sur la façon dont les bombardiers USB-2 pourraient donner à l'Australie l'avantage dont elle a besoin pour dissuader l'agression chinoise dans l'Indo-Pacifique. Et enfin, assurez-vous de vous abonner également à notre chaîne d'information de confiance pour recevoir plus de mises à jour quotidiennes et d'analyses stratégiques détaillées sur les conflits en cours et potentiels à travers le monde.